Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le dossier des expulsions de Congolais décidé par les autorités du Congo-Brazzaville. Depuis le 29 avril 2014, plusieurs milliers de Congolais de la République démocratique du Congo ont été expulsés de la capitale du Congo voisin. Et nous recevons sur ce plateau Michel Innocent Peya, écrivain congolais. Nous aborderons avec lui l'actualité du continent, mais aussi la question de l'alternance en Afrique. Et enfin, un mot de sport. Les Lions indomptables du Cameroun ont refusé de prendre l'avion affrété par les autorités du pays. Ils demandent l'augmentation de leurs primes avant leur départ pour le mondial de football 2014. Relations tendues entre Kinshasa et Brazzaville. Les relations se sont crispées depuis l'expulsion massive des ressortissants congolais de Brazzaville. Les deux Congos ont décidé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme présumées, comme nous l'explique Graziella Tchakounté. C'est une des mesures prises pour mettre fin à la crise ouverte entre Kinshasa et Brazzaville. Les deux parties ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises lors de l'expulsion massive des ressortissants de la République démocratique du Congo par Brazzaville. Et pour mener à bien cette enquête, une équipe mixte va être mise sur pied. Sa mission, déterminer si oui ou non des préjudices ont été commis et envisager leur éventuelle réparation. Il s'agit justement d'établir la vérité des faits, d'abord sur les violences dont les Congolais de Kinshasa auraient été victimes au moment de leur départ de Brazzaville, parce que beaucoup ont tout perdu. Certaines femmes ont dit avoir été violées. Donc il s'agit effectivement de voir au point de vue du droit, une fois qu'on aura établi les faits, qui sont les coupables et il faut qu'ils répondent de leur culpabilité. Et la deuxième chose, il s'agit d'indemniser les victimes. Par ailleurs, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre une gestion concertée des flux migratoires. Un accord en ce sens a été établi le 4 juin dernier à Kinshasa. La convention, qui doit être ratifiée par les parlements respectifs, prévoit une nouvelle réglementation. Nous venons de signer une nouvelle convention. Les gens qui vivent dans les espaces frontaliers auront plus de facilité que les autres. Nous nous sommes engagés à accélérer le processus pour que cette convention puisse être votée par les deux parlements. En avril dernier, le Congo-Brazzaville a lancé une opération d'assainissement visant à traquer les clandestins et les criminels étrangers. Une campagne qui s'est rapidement transformée en une vaste opération d'expulsion des ressortissants de la République démocratique du Congo. Depuis la tenue d'une commission mixte sur ce dossier, le flux des retours a nettement baissé. Il s'agit visiblement là d'un pas vers le règlement de cette mésentente diplomatique entre les deux Congos. Et nous recevons sur ce plateau Michel Innocent Peya, écrivain congolais. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Peya. Merci, Madame Djarandal. Monsieur Peya, vous êtes congolais de Brazzaville. Quel regard portez-vous sur cette affaire d'expulsion? Bon, cette affaire d'expulsion des éléments de la population de la RDC installée à Brazzaville n'est rien d'autre que le rapatriement des Congolais de la RDC installés à Brazzaville et en situation irrégulière, en attendant que les deux États trouvent un compromis. Donc les deux États sont pour parler. Je crois que d'ici les jours à venir, un compromis sera trouvé pour que les uns les autres soient en situation irrégulière. Mais les Congolais de Kinshasa dénoncent des méfaits de droits de l'homme, des violations de droits de l'homme. Comment rassembler maintenant les populations des deux Congos? Des violations des droits de l'homme, je ne suis pas au courant de ça. Est-il que le rapatriement des Congolais en situation irrégulière, c'est une opération qui se fait en bonne et due forme. Et les deux États sont pour parler. Je crois que, comme je l'ai dit, d'ici les jours à venir, une suite favorable à cette opération sera trouvée. Monsieur Peya, vous êtes l'auteur d'un livre traitant sur l'alternance en Afrique. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'état des lieux que vous tirez de l'alternance sur le continent africain? Bon, l'observation a été faite après, justement, le constat que nous avons constaté depuis l'accession des pays africains à leurs indépendances, 55 ans aujourd'hui, que le bilan demeure chaotique. Et après le sommet de la Baule qui avait conditionné les États africains à l'accession de la démocratie, de nos jours, le constat a été fait que de plus en plus,
les pays africains vont vers la régression totale. Donc, l'instabilité ne fait que occuper les pays africains. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était temps que les Africains réfléchissent sur leur destin et faire recours éventuellement à la démocratie à l'africaine et non à la démocratie à l'occidentale. La démocratie africaine, vous lui reprochez quoi? Qu'est-ce qu'elle a de pas positif? Non, la démocratie, vous dites la démocratie à l'occidentale que nous reprochons. Justement parce que le bilan est chaotique. De plus en plus, c'est l'instabilité. Qu'est-ce qui est chaotique finalement dans cette démocratie africaine? La démocratie à l'occidentale. La démocratie à l'occidentale, pour vous, et la démocratie occidentale est reflétée dans la démocratie africaine, ce qui est une erreur peut-être. Oui, non, justement. Nous souhaitons que les États africains fassent recours à la démocratie à l'africaine. Vous oubliez le modèle occidental. Oui, basé sur les mœurs, les cultures et puis les climats africains. La démocratie du continent, selon vous, est menacée sur le continent africain? Oui, bon, puisque le bilan est chaotique. La preuve en est que nous avons cité quelques pays, dont l'Irak, nous avons cité la Libye, l'Égypte, qui aujourd'hui sont dans une situation d'instabilité totale. Et mais justement, c'est parce que l'alternance absolue, le mot alternance absolue, c'était pratiqué dans ces pays, au nom du bon sens. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Peya. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Entre le bon sens et l'alternance absolue » paru aux éditions Bétras. Merci, madame. Et dans le reste de l'actualité, investiture du président égyptien ce dimanche, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi remplace le président par intérim Adli Mansour. En poste officiellement, il va devoir s'attaquer aux nombreux défis qui l'attendent. Guillaume Durand. Abdel Fattah al-Sisi investit ce dimanche à la présidence en Égypte. Le nouvel homme fort du pays, élu avec plus de 96% des voix le 28 mai dernier, a prêté serment au Caire devant de nombreux invités. Je jure, au nom de Dieu Tout-Puissant, de préserver le système démocratique et de respecter la constitution de l'Égypte. Si le président Abdel Fattah al-Sisi a remporté une énorme majorité des suffrages après l'élimination de tout parti d'opposition, le taux d'abstention au scrutin supérieur à 50% fragilise sa légitimité. Les défis qui l'attendent, parmi lesquels les questions liées à la sécurité et à la relance de l'économie, sont nombreux après de longs mois de crise dans le pays. Le taux de participation, il est extrêmement faible, c'est-à-dire à peine 45%. Ils ont ajouté un jour. Ça signifie qu'il n'y a pas ce plébiscite qu'il attendait. Il y a beaucoup d'attentes et des attentes difficiles à satisfaire à court terme, compte tenu de la situation du tourisme, des investissements étrangers, etc. Ils sont difficiles à satisfaire. Il faut voir que dans certains quartiers, il y a une misère insupportable, il y a une grosse attente. Donc ils pensent qu'il y a une baguette magique. Les gens ont beaucoup de demandes. Dans son premier discours en tant que président, Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il était aujourd'hui temps de se mettre au travail. Il a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté, la dignité humaine et la justice sociale. Les joueurs de la sélection camerounaise ont refusé de s'envoler pour le Brésil ce dimanche. En cause, le refus de la Fédération camerounaise de football de leur octroyer une prime de participation à hauteur de 182 000 €, et ce, pour chacun des joueurs. Le gouvernement propose quant à lui 68 000 €. André Canabillic, ancien footballeur international, s'est exprimé à ce propos. Les collègues, si je peux m'exprimer ainsi, ont parfaitement raison. Bon, boycotter, je crois pas qu'ils iront juste à boycotter, mais je crois qu'ils ont parfaitement raison. J'ai combattu pendant plus d'une dizaine d'années par rapport à ces problèmes. Je suis parti. Ceux qui sont venus après moi, les Rigoboissons, les Kala, ils ont connu ce problème des primes. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui comment on peut arriver à quelques jours du début d'un match que ce problème ne soit pas résolu. Je trouve ça lamentable, je trouve ça honteux et je dis haut et fort que vraiment les dirigeants du football camerounais ont une malhonnêteté intellectuelle extraordinaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.